Bon, mais bonjour à tous. Donc je vais parler en libre, c'est-à-dire que je n'ai pas de slide, etc. Donc il va falloir être très attentif. Je vais vous raconter donc l'histoire de ma précédente startup, puisque j'en ai remonté une autre directement après l'échec. Et j'ai remonté la nouvelle sur les bases justement de mon échec. Donc je vais essayer de rien oublier parce que c'est 1 an et demi de ma vie. Donc en 7 minutes, ça va faire court. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur tous les sujets que j'aurais oublié d'aborder ou sur certains sujets que j'aborde. Donc ma précédente startup, ça remonte du coup à 2011. J'ai quitté un grand groupe Capgemini où j'étais commercial à cette époque-là et avant je faisais du développement technique. En cherchant une idée, j'ai trouvé une idée que j'avais aux États-Unis qui fonctionnait très bien sur les propositions commerciales en ligne. Donc ça doit parler à beaucoup de business développeurs et de commerciaux. Et du coup, cette idée me parlait puisque j'avais été commercial dans un grand groupe. J'ai fait une rapide étude de marché, ça ne matchait pas trop mal et du coup, j'ai de suite essayé de suivre les principes du Lean Startup, que vous devez peut-être connaître pour ceux qui sont dans le web, qui sont des principes très théoriques quand on les lit sur le papier et relativement loin de la réalité quand on cherche à les appliquer. Quand j'ai commencé à créer ce projet qui s'appelait MyPropal, j'ai contacté, comme il faut le faire, toutes mes cibles potentielles, des clients potentiels. Donc, en ce temps-là, c'était des agences, des freelances, etc., qui devaient présenter des propositions commerciales à leurs clients. Et ils étaient tous positifs, à peu près à 80%, pour me dire que c'était une bonne idée. Sachant que j'avais fait un petit proto-alpha, où finalement c'était un éditeur de texte sur le web. Donc ça ne cassait pas des briques. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher des associés avec pas grand-chose, puisque j'avais aucune promesse d'achat, aucun client, comme c'est marqué par Eric Ries dans le Lean Startup, des gens qui sont prêts à payer avant que vous ayez un produit. Quand vous les retrouverez, vous me les apporterez, parce que moi, pour l'instant, je n'en ai jamais rencontré, surtout en France. Des gens qui soient prêts à vous donner des retours et à vous accompagner. Donc ça, c'est très difficile aussi. Donc j'en ai eu un peu, mais pas beaucoup. Tout ça pour en venir au fait que j'ai travaillé à peu près pendant 6 mois, donc tout seul en revenant à mon premier métier de développement, pour faire un premier proto, une bêta, donc, que j'ai fait tester à peu près une centaine de personnes qui avaient déjà répondu positivement à mes demandes. Là, lentement mais sûrement, il y a de moins en moins de gens en fait, qui vous répondent, qui s'intéressent au projet et du coup, petit à petit, vous rentrez dans une solitude où vous ne savez plus trop vers où aller. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous commencez à tourner en rond, en fait, en partant dans tous les sens. Donc c'est un peu paradoxal, mais ce que ça veut dire, c'est que vous avez des prospects, en fait, potentiellement des clients qui vont vous appeler, vont être intéressés, qui vont vous demander des fonctionnalités que vous allez développer que pour eux. Et puis ensuite, ils vont vous en demander une autre. Ils ne payeront jamais. Et du coup, vous faites ça de prospect en prospect. Donc vous en avez un, ça vous prend un mois. Vous en avez un autre, ça vous prend un mois. Vous avez un grand groupe, comme pour moi, Mondial Assistance, avec qui vous faites une conf avec la direction générale Monde. Moi, j'étais dans mon salon chez moi, donc. Et j'avais Mondial Assistance, toute la direction commerciale qui m'expliquait qu'ils cherchaient un logiciel pour gérer leurs propositions commerciales pour 600 commerciaux pour les activités de 12 000 personnes. Donc un petit léger décalage. Évidemment, quand vous êtes dans ma position, on ne refuse pas ce genre de réunion. Avec le recul, il faut les refuser. C'est un conseil que je vous donne parce que vous perdez 4 heures de votre temps. Voilà. Et du coup, en fait, vous faites ça petit à petit. Vous vous perdez, le temps passe. Et à un moment donné, vous vous retrouvez où ça fait plus d'1 an que vous travaillez sur votre logiciel. Rien n'est terminé parce que vous avez des bouts de tout qui correspondent un peu aux besoins de tout le monde, mais finalement aux besoins de personne. Et le temps passant, donc ça a duré plus d'1 an, entre des recherches d'associés pour aller chercher justement quelqu'un de plus technique ou de plus commercial pour m'épauler, parce que quand vous êtes tout seul, il faut tout faire. Donc ça, c'est très important aussi. Ce que je retiens pour avoir monté un projet, donc un projet software as a service, c'est que vous avez toutes les composantes d'une société classique
à prendre en compte, sauf que vous êtes tout seul. Vous faire la communication, le marketing, le support client, le développement technique, l'architecture, les fonctionnalités. Et quand vous faites des réunions tout seul avec vous-même dans votre salon, vous changez rarement d'avis tout seul. Du coup, vous n'avez aucun contradicteur qui peut vous dire non, ça on ne le fera pas, ou là, tu ne vas pas dans le bon sens, etc. Tous les gens qui vous donnent des conseils, ils ne sont pas dans le projet. Et du coup, la portée de leurs conseils, en fait, elle est un peu atténuée par ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le projet, ils ne prennent pas les risques que vous prenez. Ils ne veulent pas votre quotidien, ils ne savent pas ce que c'est, même d'autres entrepreneurs. Du coup, c'est très difficile de se faire une autocritique et d'avancer lentement. Et d'arriver à trouver sa cible, sa clientèle et de développer son produit quand on est tout seul. Donc, le projet que je développe actuellement, on est 2 par exemple, ça change tout. Par rapport au projet lui-même, ce que je dirais, la grosse erreur que j'ai faite, donc c'était un logiciel de proposition commerciale. Au final, ça devait être une page web avec des possibilités pour insérer son contenu et ensuite le diffuser en ligne. Quand vous demandez à vos clients, ou vos prospects plutôt, ce qu'ils attendent de votre logiciel, ils sont habitués en fait à avoir des choses qui sont très complexes, comme Word par exemple, qui offre tout et rien à la fois, et en plus c'est pas très cher, voire gratuit pour la plupart du temps. Du coup, vos clients ou vos prospects, ils vont vous demander par exemple d'avoir une gestion des clients qu'ils ont en interne. En plus de ça, ils vont vous demander d'avoir un dashboard statistique pour avoir le suivi de leurs données, des envois, etc. Et c'est tout plein de fonctionnalités qui se rajoutent au fur et à mesure. Vous, ça vous semble essentiel parce qu'en effet, c'est important. Sauf qu'en fait, quand vous faites votre premier projet avant d'aller chercher vos premiers clients, ce n'est pas important. Au final, j'ai développé tout seul une application où il y avait peut-être, 50 pages différentes. Là où il aurait fallu que je développe une application où il y en avait 2. Un login et une page pour écrire des propositions commerciales. Cette erreur-là, je ne l'ai pas faite sur le projet actuel, qui est un peu la même chose, mais côté publicité en ligne, c'est-à-dire automatiser la création de rapports pour les agences qui font de la publicité. Quand on a lancé le projet donc avec mon associé, on a aussi commencé à faire cette erreur-là, sauf que je me suis souvenu que je l'avais faite, et très rapidement, c'est-à-dire au bout de 15 jours, où on avait commencé déjà à designer des pages pour avoir la gestion, le dashboard, etc. On a tout arrêté, on a pris la page de création des rapports, et on a dit à partir de maintenant, on ne travaille que sur ça. Parce que tant que nos clients, ils n'auront pas le rapport qu'ils veulent, et c'était aussi valable pour les propositions commerciales, qui est le cœur du produit, ils se foutront complètement de toutes les fonctionnalités qu'il y a autour. Donc ça, c'est vraiment une erreur, je pense, que beaucoup de gens font, parce que j'en ai rencontré beaucoup qui avaient fait ça aussi. On se disperse trop sur des choses qui ne sont pas essentielles, et il faut vraiment aller au cœur de votre produit ou au cœur de votre projet, même quand tous les jours, il y a des gens qui vous demandent quelque chose, qu'en effet, c'est important, mais que ce n'est pas essentiel. Essayez aussi, alors ça c'est peut-être valable que pour le web, de prendre votre projet et de le ramener à quelque chose de concret dans la vie réelle. Moi, à un moment donné, sauf que c'était un peu tard, j'ai comparé mon projet à une voiture. C'est-à-dire que mon projet, il y avait la climatisation, les vitres électriques, le chauffage central, les appuis-têtes réglables. Mais par contre, il n'y avait pas de marche arrière, il n'y avait qu'une vitesse. Et du coup, quand vous schématisez votre projet de cette manière-là, vous comprenez que vous n'aurez jamais un client. Parce que quelqu'un qui veut acheter une voiture, il s'en fout qu'il y ait des vitres électriques si de toute façon, il n'y a qu'une vitesse et qu'il ne pourra pas rouler à plus de 40 km/h. Et ce genre de choses, en fait, se ramener à quelque chose de beaucoup plus concret, quand on est au cœur du projet, que tous les jours on est submergé par les retours que vous pouvez avoir, les demandes, la définition de votre pricing alors que vous n'avez même pas de clients, etc. C'est quelque chose qui vous prend la moitié au moins, voire plus de votre temps et qui ne devrait pas, tant que vous devriez utiliser à faire autre chose. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Donc à ce niveau-là, je dirais que ça c'est vraiment important dans ce qu'on appelle le minimum viable product, de se focaliser sur ce que votre projet doit faire, en tout cas pour une start-up, et exclusivement cela. Et ensuite, par rapport à ça,
Vous avez aussi le côté retour client. Alors ça, c'est très important par rapport, dans le Lean Startup et par rapport au projet en lui-même. Les retours clients, c'est très difficile à avoir. En France, c'est d'autant plus difficile qu'on est français. Et pour lancer là un projet à l'échelle internationale, notamment aux États-Unis, avec des anglo-saxons, le contact est beaucoup plus facile, beaucoup plus direct. Les retours sont beaucoup plus simples à avoir. Les Français sont très exigeants. Ils demandent beaucoup pour pas grand-chose. C'est une critique que je fais. Je suis français, je suis comme ça et je m'en rends compte. Du coup, par rapport à ça, il ne faut pas hésiter à dire non. Il faut savoir dire non aux gens et se focaliser uniquement sur les gens déjà avec qui vous avez un minimum de lien, d'empathie, parce que c'est avec eux que vous allez pouvoir progresser. Il faut que vous sentiez que leurs besoins correspondent vraiment à votre produit et du coup qu'avec eux, vous allez pouvoir réellement tisser une relation de confiance et qu'ils vont vous suivre sur le projet. Et que potentiellement, ils sont prêts à payer pour. Ça aussi, c'est un truc qu'on ne fait pas au démarrage. On n'explique pas qu'à un moment donné, ça va devenir payant, vraiment, avec des prix, il faut mieux balancer des prix très chers au démarrage, comme ça au moins on est sûr. En France, l'argent, c'est tabou. C'est-à-dire que quand vous allez dire à quelqu'un qu'il faut payer 100 €, même une entreprise qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on dirait que c'est la fin du monde. Aux États-Unis, par exemple, pour travailler avec eux actuellement, c'est beaucoup plus direct. C'est-à-dire que c'est eux qui nous le demandent. C'est eux qui vont directement vous le demander. Quelqu'un à qui vous dites ça va être 100 $ par mois et qui vous dit c'est trop cher, mais automatiquement, vous ne tenez plus compte de son avis. C'est malheureux à dire, mais en soi, cette personne-là, elle ne vous apportera rien dans votre projet. Vous faites un projet pour en vivre, pour le développer. Si vous faites quelque chose gratuit, tant mieux, mais malheureusement, moi, il me fallait un revenu pour vivre. Dans ce cas-là, il faut vraiment se focaliser sur les gens et votre cible. Ça va déterminer votre cible, votre pricing, votre niveau de fonctionnalité. Et c'est vraiment très important de rentrer à ce niveau-là dans le prix. Ensuite, que dire pour finir, parce que c'est une question qu'on m'a posée tout à l'heure, est-ce que ça a été difficile en fait, d'arrêter et de basculer sur un autre projet ? Pas du tout. Donc pendant 1 an et demi, ce que je disais, j'ai bossé tous les week-ends, toutes mes vacances sans prendre de congé. J'ai bossé beaucoup, j'ai investi de l'argent. Et en fait, à un moment donné, moi en tout cas, je suis arrivé à un point de lassitude, de retour où je voyais que de toute façon, ça ne marcherait pas. Notamment aussi parce que je n'avais pas de concurrent, enfin un seul. Et du coup, ça a été très facile, un week-end, de dire c'est fini, j'arrête. Ça a été d'autant plus simple qu'entre-temps, j'avais trouvé une autre idée et qu'en fait, j'avais déjà commencé à travailler sur l'autre idée. Bon, toujours les week-ends et les vacances, donc ça, c'est le côté moins simple. Mais en soi, je pense qu'à un moment donné, ça a duré 1 an et demi pour moi. 1 an et demi parce que tant que vous avez un espoir, tant que vous pouvez essayer quelque chose, c'est-à-dire que quelqu'un vous appelle, même si vous savez qu'il y a une chance sur 1 million qui vous signe, vous allez quand même essayer de progresser et d'aller faire ce qu'il vous demande. Je pense qu'à un moment donné, il faut, je dirais en 6 mois, mais maximum 1 an, il faut vraiment voir si vous allez concrètement pouvoir atteindre vos objectifs. Sur le nouveau projet qu'on a avec mon associé, ça fait 6 mois qu'on a lancé le projet, donc on travaille beaucoup. On est sorti de bêta il y a 14 jours, on a eu nos premiers clients cette semaine. On sait que pour l'instant, si on continue avec cette croissance, on n'en vivra pas dans 1 an. Du coup, on s'est fixé un objectif à 3 mois, un objectif à 6 mois, un objectif à 9 mois. Si dans 9 mois, on n'a pas atteint une inflexion de croissance, on arrêtera le projet. Donc, je pense que vraiment, le fait de se mettre des jalons, de savoir où on va et savoir ce qu'on peut perdre en commençant, c'est vraiment très important. Voilà. Je suis disponible pour toutes vos questions si jamais vous en avez. Oui. Tu dis, j'aurais pas dû faire le rendez-vous avec Mondial Assistance. C'est pas risqué de passer à côté du jackpot qui fait des projets? Non, parce qu'en fait, à la base, moi je travaillais dans un grand groupe, je sais comment il fonctionne, c'est-à-dire avec beaucoup de réunions, du temps, de l'argent. Et une start-up comme ça, quand on commence tout seul, même si j'avais été 2, je n'avais pas pour but obligatoirement de lever de l'argent. Du coup, je savais que ça s'orientait plutôt vers une cible de TPE, PME, freelance.
Donc même si mon produit avait été excellent, je sais très bien qu'eux, ils n'auraient jamais engagé Mondial Assistance sur une SARL de 6 500 € de capital, qui a moins de 4 mois d'existence, avec une personne qui, je sais pas moi, si je me casse la jambe, tout s'arrête. Donc, à mon sens, c'était une erreur. Et j'en ai discuté avec mon ancien concurrent qui a été aussi démarché, qui a fait aussi une réunion avec eux et qui en a tiré les mêmes conclusions. Parce qu'en fait, là j'ai cité le cas de Mondial Assistance parce que c'est le plus gros que j'ai eu. Mais il y a beaucoup de PME que j'ai eu qui faisaient 100 personnes, 400 personnes, etc. Avec du coup une direction commerciale, un directeur commercial, des commerciaux à suivre sur la France entière, etc. Quand vous avez un outil qui évolue toutes les semaines en rajoutant un bouton à droite à gauche, vous savez qu'avant des années, vous n'aurez pas quelque chose qui leur convient. Pour eux, c'est Salesforce, sauf qu'ils ne veulent pas payer Salesforce. Donc du coup, ils passent leur temps à essayer des gens comme moi. Je pense que c'est une erreur d'accepter ce genre de clients, enfin de prospects. Vous avez trouvé des clients aux États-Unis, c'est des connaissances ou comment vous démarchez les États-Unis très loin? Alors les États-Unis, on les a démarchés pour notre étude de marché, on a fait de l'AdWords. En gros, c'est un logiciel qui fait du reporting AdWords. Donc du coup, on a fait des pubs sur AdWords, sur le reporting AdWords pour tester le marché et se faire référencer. Et ensuite, il y a une grosse, notamment pour les software as a service, il y a un gros imaginaire là-dessus qui fait que c'est des softs que vous mettez un site et puis ils se vendent tout seuls, parce que c'est fantastique, votre produit est génial, tout le monde le sait. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, il y a des armées de commerciaux, il y a de la grosse communication. Et en fait, au final, ce qui marche le mieux, sauf que ça ne peut pas être une croissance exponentielle, c'est que je vais sur LinkedIn, je scanne tous les gens qui ont des agences partout dans le monde, je les contacte un par un, je fais des mails, je les relance, je les appelle et je fais du commerce à l'ancienne, porte-à-porte classique. Alors ça va bien pour les 25 premiers. Si on en veut 1000, ça va être plus compliqué comme ça, par contre. Oui. Tu disais que une erreur que tu avais fait au début, c'était de trop écouter les clients potentiels ou le réseau, qu'après tu avais changé, que tu te faisais la propre idée. Et dans quelle mesure est-ce que tu as complètement arrêté de les écouter ou éventuellement tu as appris à leur poser les bonnes questions et appris à faire sortir les bonnes choses de ces réunions? Est-ce que tu arrives un peu ou est-ce que tu as vraiment laissé ton guide complètement? Ça, c'est très difficile en fait, parce qu'au début, quand vous n'avez rien, si vous écoutez tout le monde, ils veulent tout en même temps. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions et choisir entre nous, donc là avec mon associé, ce que nous, on juge important d'avoir ou pas au début. Par exemple, les 10 premières fonctionnalités de base. Après, à partir de là, on peut itérer sur ce que voudront les utilisateurs que vous avez. Donc plus vous en avez, plus c'est facile de récupérer leurs demandes et de faire uniquement les demandes qui concernent 50% des gens. Donc celles qui ont de moins de 50% de demandes, vous ne les faites pas. Mais ça, c'est un truc qui est, moi je pense, une des choses les plus difficiles, c'est de définir votre produit, notamment minimum pour démarrer, et pour trouver des utilisateurs qui sont prêts à vous accompagner dès le démarrage. Je l'ai raté complètement sur la précédente. Sur celle-là, quand on a lancé la bêta en fin février, on a des gens qui viennent de devenir clients qui sont avec nous depuis le début. Au début, notre logiciel, je ne savais même pas comment des gens pouvaient l'utiliser. Pour faire simple. Même moi qui ai des clients et qui fais du reporting, je le faisais parfois autrement. Alors que eux, à l'autre bout du monde, ils l'utilisaient et pas moi. Donc il faut vraiment arriver à trouver des gens qui ont confiance et qui comprennent que vous avez envie de les aider. Ça, c'est vraiment très, très important. Okay. Dernière question. C'est quoi aujourd'hui, tu disais que ta croissance, en fonction de ta croissance à 6 mois, 9 mois, 12 mois, tu le voyais parce que ça ne te permettait pas d'en vivre. D'après ce que je comprends des US ou de ce que j'ai vu dans ma vie, ils n'arrivent pas non plus à en vivre avant de lever des fonds, de relancer tout un tas de commerciaux sur la même base que celle que tu es en train d'expliquer pour le SaaS. Donc pourquoi est-ce que tu estimes qu'à 6, 9 mois ou 12 mois, tu arrêteras en fonction de si ça te permet d'en vivre, plutôt que d'essayer de voir d'abord s'il y a une levée de fonds qui te permettrait de lancer d'autres commerciaux pour du SaaS? Alors, je vais essayer d'être bref. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont levé des fonds. J'ai travaillé dans un grand groupe avec de la pression. Je suis indépendant
pas pour rien. Je suis freelance justement parce que je veux et je tiens à ma liberté. Mon associé est freelance aux États-Unis. Et nous, notre modèle, c'est actuellement, on a un panier qui est à peu près à 100 $ par mois par utilisateur. On se dit, si on arrive à avoir 200 clients, tous les deux, on peut vivre et croître tranquillement sans avoir de pression commerciale. Quand on lève des fonds, si vous n'en avez pas 5000, je ne suis pas sûr que l'investisseur il ait envie d'investir pour vous. Je ne suis pas sûr que si je fais une présentation demain à un investisseur sur mes ambitions, c'est-à-dire avoir 200 clients dans un an, je ne suis pas sûr que beaucoup de monde soit emballé. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment une vision de l'entrepreneuriat qu'on a envie de faire. Enfin, C'est pour penser beaucoup de start-upers. Moi, c'est juste une contre-expérience. Moi, j'ai trouvé des investisseurs qui accompagnent sur 7 ans, qui ne demandent pas des résultats de fou et qui sont là pour faire que les PME se développent en Midi-Pyrénées. Ça s'appelle Midi-Pyrénées croissance. D'accord. Et ça existe aussi. D'accord. Non, mais c'est bien de le souligner. Ok, merci. Bastien. Merci. Merci à vous.